Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mélissa Osmani, qui est la fondatrice de Solentia, qui est spécialisée en stratégie de communication et création de contenu. Salut Mélissa et bienvenue sur My Marketing Podcast. Salut Laurie, merci beaucoup pour l'accueil et je suis ravie de passer ce moment avec toi et avec vous aujourd'hui. Écoute Mélissa, moi je suis ravie de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Aujourd'hui Mélissa, tu vas venir nous parler de LinkedIn et surtout comment s'organiser pour être efficace parce que c'est un peu la douleur de tout le monde. C'est j'aimerais être sur LinkedIn, mais comment je fais pour tenir dans la durée, pour m'organiser, tout ça, tout ça. On est d'accord, on est d'accord. LinkedIn, c'est un réseau qui a un énorme potentiel dans le pro, dans le B2B. On a vraiment tout intérêt à y être et à y créer du contenu, notamment quand notre cible est présente sur la plateforme. C'est voilà, vraiment un réseau qui va nous permettre de bien la toucher et d'avoir des opportunités, d'avoir des retombées hyper intéressantes. En revanche, comme souvent dans la création de contenu, il y a quand même un côté chronophage, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et donc j'espère pouvoir vous donner, quelques conseils, tips et astuces pour mieux vous organiser, qui vont vous permettre, d'avoir, une création de contenu stratégique, efficace, mais quand même plus fluide et un peu moins chronophage. Oui, histoire que chaque fois on se prenne pas la tête avec qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, et surtout qu'on puisse dépenser cette énergie certes, mais avoir des résultats. Parce que On c'est un est petit peu parfois d'accord. le problème. OK Mélissa, bah, écoute super. Quel serait du coup ton premier conseil, toi, pour, réussir à optimiser, en fait, sa présence sur LinkedIn? C'est-à-dire avoir les meilleurs résultats tout en essayant de réduire un peu ce côté chronophage. Par quoi tu commences en général? Quelle est la première recommandation que tu nous ferais? Mon tout premier conseil pour communiquer sur LinkedIn en mettant toutes les chances de son côté pour avoir des résultats, et sans s'épuiser justement à la tâche, pour que ça aboutisse à rien, c'est d'avoir une stratégie de création de contenu, une stratégie de contenu, de communication. Ça va être vraiment essentiel parce que la strat, elle nous permet d'être au clair sur ce qu'on va communiquer avant de le communiquer. Donc dans une stratégie, on réfléchit aux objectifs qu'on veut atteindre sur LinkedIn, aux cibles que l'on veut toucher, aux messages que l'on veut transmettre, à la façon dont on veut les transmettre, donc avec quelle tonalité, tous les choix rédactionnels qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la ligne éditoriale. On réfléchit également au sujet que l'on va aborder. Un conseil que j'applique pour moi, pour mes clients et qui je trouve fonctionne très bien, c'est d'avoir des idées de sujets par objectif à atteindre, ce qui nous permet de savoir exactement de quoi on va pouvoir parler en fonction de l'objectif que l'on met derrière le post. Est-ce qu'on veut de la visibilité? Est-ce qu'on veut augmenter son réseau? Est-ce qu'on veut trouver des clients? Et en fonction des divers objectifs, on ne va pas parler des mêmes sujets. Et ensuite, l'idée, ça va être de s'organiser une fois qu'on est très au clair sur cette stratégie de communication, ça va être de l'organiser dans le passage à l'action pour avoir un passage à l'action qui soit fluide et efficace. Mais le premier conseil, c'est vraiment d'avoir une stratégie. Elle va nous permettre de créer du contenu qui nous mène vers l'atteinte de nos objectifs plutôt que de créer au feeling, en fonction de notre inspi, de tester en permanence. En fait, on teste, on teste, on teste, on ne sait jamais trop ce qui a marché, ce qui a pas marché et on perd énormément de temps et d'énergie alors que la strat, elle nous permet d'y voir très clair avant d'y aller. Elle se réajuste au fil du temps en fonction de ce qui fonctionne bien ou moins bien pour notre audience, mais elle va quand même poser des fondations solides. Moi, j'aime bien dire que c'est le GPS voilà, comme si on était en voiture. En fait, si on n'a pas de GPS, on pourra arriver à destination. Mais en combien de temps? Avec C'est ça, combien de détours? Et qu'est-ce qu'on aura perdu sur la route parce qu'on se sera plusieurs crises de épuisé, nerfs. voilà. Exactement. Plusieurs crises de nerfs et engueulades en voiture. Donc, voilà. En création de contenu et sur LinkedIn, c'est important de savoir où on va et comment on va y aller. Et ça, c'est la strat qui va nous le dire. Donc, pour moi, c'est vraiment la base de tout. OK, donc point de départ, en fait, comme tu dis, on a juste son GPS, on fixe notre destination pour savoir où on veut aller parce que, si on n'a pas déjà que ça va prendre du temps de déployer, si en amont, on n'a pas fixé ces choses-là en sachant quels objectifs je veux atteindre et derrière y mettre des idées de contenu, on va perdre encore plus de temps puisque tu dis: «On va perdre du temps à tester, on va perdre du temps à ne pas savoir ce qui fonctionne pas vraiment», on va diluer encore plus nos efforts et pour le coup, on va avoir du mal à, déjà pour se passer à l'action et poursuivre dans la durée.
Donc, C'est exactement ça, feuille de ouais. route. Mais On met sa strat pour pouvoir passer à l'action. tout à fait. On met sa strat, on connaît nos objectifs, nos cibles, nos messages, notre ligne éditoriale, on travaille notre personal branding, notre axe de différenciation, on connaît quel sujet on va aborder pour quels objectifs à atteindre. Et donc ça, c'est voilà, vraiment première étape, la stratégie. La deuxième étape pour créer du contenu sur LinkedIn, ça va être d'optimiser son profil. Parce que le profil LinkedIn, quand il est bien fait, il devient vraiment une page de vente qui va attirer les prospects, qui va les convaincre, leur donner envie soit de s'abonner, soit de consommer nos contenus, soit de nous contacter. Et si on est là pour du business, on a tout Bah oui. intérêt à bien travailler son profil et à pas laisser de place pour le hasard. Donc le profil, vraiment bien le penser pour pas qu'on se tire une balle dans le pied, parce que s'il n'est pas optimisé, en fait, quand les gens vont aller dessus, ils vont pas avoir les infos qu'ils ont besoin d'avoir, ils vont pas être convaincus, et donc on va pas atteindre nos objectifs. Oui, comme on dit, ça sert à rien de faire venir du monde à la maison, si c'est le bordel partout, quoi, et qu'on s'y retrouve pas. C'est un peu ça. Et si l'idée, c'était de donner une image d'une maison, propre, Oui. pro, dans laquelle on se sent bien et qui va apporter des solutions, bah, en effet, il vaut mieux recevoir dans les bonnes conditions. Donc le profil, il va y avoir plusieurs étapes. La première, je pense que c'est d'avoir défini son axe de différenciation, et ça, c'est très souvent une grosse problématique chez les entrepreneurs que j'accompagne. Ils savent ce qu'ils font, qu'ils ont un service, un produit qui est qualitatif. Ils savent qu'ils apportent de la valeur à leur cible, mais ils ont du mal à le retranscrire dans leur com et à donner les bons arguments et à réussir à vraiment faire la différence. Donc ça, on le réfléchit dans la stratégie. Et une fois que c'est clair dans la stratégie, on le retranscrit dans le profil avec un axe de différenciation qu'on doit retrouver dans le message. Donc, par exemple, dans un slogan, dans une accroche, qu'on doit retrouver également dans l'univers graphique. Ce qui va être aussi très important sur un profil, c'est ça, c'est tout l'univers, les couleurs qu'on utilise, les symboles qu'on utilise. C'est souvent ce qui va rester en tête chez des gens, parce que on se souvient souvent plus du visuel que du texte. Donc sur un profil, on va avoir toute cette partie-là, Donc ça, c'est vraiment un pour être message impact. identifiable. Tout à fait. Pour être identifiable, reconnaissable, on a besoin d'avoir un univers graphique qui nous est propre, un message impactant, et on va le retranscrire à différentes étapes du profil, que ce soit dans la bannière, dans le titre, dans la sélection de postes, dans le texte info. On doit retrouver cet axe de différenciation partout. OK, et du coup, quand on a fait, bah, justement cette stratégie et que, on s'est dit: «OK, maintenant mon profil il est bien clair», donc ça, on va dire que c'est la partie, c'est pas celle qu'on va faire tous les jours, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on fait, et après, c'est ce qui doit nous donner le fil conducteur, hein, pour la suite. Notre profil, il est clair pour recevoir des visites. Comment je fais après pour passer à l'action et pour, bah, m'organiser pour créer ce contenu justement? Pour moi, l'outil indispensable, vraiment, je ne sais pas comment on peut faire sans, pour pouvoir s'organiser dans sa création de contenu, c'est le calendrier éditorial. Le calendrier éditorial, c'est vraiment l'agenda de votre création de contenu. Moi, j'aime bien le faire sur un mois, et donc c'est un agenda mensuel dans lequel on cale les sujets que l'on va aborder, dans quel format on va les aborder. On peut également se dire quels sont les objectifs que l'on veut atteindre derrière chacun des postes, et ça va être vraiment un peu comme votre agenda de rendez-vous, hein. En tant qu'entrepreneur, vous avez tous votre agenda qui guide vos journées. Ça va être pareil pour le calendrier éditorial qui va guider votre création de contenu. Ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble et également de pouvoir prendre de l'avance, parce que si vous savez sur tout le mois suivant tous les contenus que vous allez devoir créer, vous pouvez vous permettre de prendre de l'avance dans votre création de contenu et donc d'enlever ce côté chronophage qu'on a souvent quand on va créer la veille pour le lendemain, voire même parfois le jour J pour tout de suite. Et ça, c'est hyper chronophage. Donc vraiment, avoir un calendrier édito pour s'organiser, également pour bien appliquer la stratégie et prendre de l'avance, c'est ce qu'on appelle le batching. Donc batcher sa création de contenu, c'est prendre de l'avance, rédiger un maximum de posts en une séance de création, pour ne pas avoir besoin de le faire tous les jours, de créer tous les jours et de se prendre la tête sur qu'est-ce qu'on va devoir publier demain.
Ça, c'est comme quand on était à l'école et qu'on faisait nos devoirs à l'avance et pas du jour au lendemain, quoi. C'est-à-dire que les profs nous donnaient les devoirs et on se dit: «Bon, bah, OK, je vais tous les faire d'un coup», plutôt que de me dire que je les fais du jour au lendemain parce que sinon, bah, tu es un petit peu prise à la gorge et tu sais pas si tu auras forcément le temps. Moi, je voudrais juste revenir un petit peu sur, le calendrier éditorial. Je te rejoins, le calendrier éditorial, c'est vraiment, un outil qui est hyper clé et qui est indispensable quand on veut faire, s'organiser dans sa création de contenu. Qu'est-ce que tu re Alors j'ai plusieurs questions. Qu'est-ce que tu recommandes de mettre comme critères? Moi, j'aime bien les choses très visibles. C'est vrai que dans le mien, j'ai établi plusieurs critères. Est-ce que pour toi, il y a des critères, on va dire les critères de base à mettre pour, justement mapper, on va dire, cette création de contenu sur le mois? Tu nous as dit, l'objectif, qu'on pouvait mettre l'objectif, par exemple. Est-ce que tu mettrais juste le thème? Juste pour avoir la vision, mais pas forcément rédiger tous les posts d'un coup? Oui, alors moi, dans mon calendrier éditorial, en termes de critères, on va avoir donc déjà le sujet du post, c'est la première chose qui apparaît. Ensuite, on a le format du post. Est-ce que c'est une photo, une vidéo, un post texte, un carrousel? Ça vous permet aussi de prendre de l'avance. Par exemple, si c'est un carrousel que Oui. vous avez prévu pour demain, c'est mieux si vous l'avez créé un peu avant parce que il va vous demander plus de temps qu'un post texte. Donc le fait de savoir dans quel format on va aborder quel sujet, ça nous permet aussi de nous organiser différemment. Ensuite, moi, je vais avoir l'objectif que je veux atteindre à travers le post. Est-ce que c'est de la visibilité du réseau? Est-ce que c'est fédérer? Est-ce que c'est trouver des leads? Est-ce que c'est vendre un produit en particulier? Ça me permet de bien calibrer mon message en fonction de l'objectif que je veux atteindre. Et enfin, j'ai le statut du post. Est-ce qu'il est à rédiger, à corriger, donc il est au stade de brouillon et il faut encore le revoir? Est-ce que je l'ai programmé ou est-ce que ça y est, il est publié et on est passé à autre chose? Donc ça nous permet aussi de mieux nous organiser, puisqu'on voit tout de suite sur l'agenda mensuel quel est le sujet, l'objectif, le format, le statut, et ça nous permet de nous organiser, d'avoir de la visibilité, de pouvoir prendre de l'avance. Oui, bah, écoute, je pense qu'on fonctionne exactement de la même manière et j'avoue, ces conseils sont hyper précieux parce que ça vraiment ça fonctionne. Il y a ce côté visuel de pouvoir se représenter, ses prochaines publications. Alors moi, je te fais un aveu, je suis rarement sur un mois. Mais je sais que, quand j'arrive à le faire sur un mois, c'est vraiment, ça fait vraiment une différence. Surtout si tu sais que tu vas avoir, par exemple, des périodes qui vont être chargées. Ça t'évite ce côté, «Mon Dieu, mais tu vois, je me suis pas préparée». Donc ça, c'est vraiment un très bon outil à avoir. Moi, ma question, c'est combien du coup, quand on démarre, combien de publications tu penses qu'on peut décemment arriver à gérer avec un calendrier éditorial? La fréquence de publication, elle est toujours définie par les objectifs que l'on veut atteindre. En fait, si on veut faire de LinkedIn un petit canal de visibilité, si on veut, qu'on nous trouve sur le réseau, si on nous cherche, si on veut pouvoir créer quelques relations, peut-être garder du lien avec nos clients. Ça va pas être la même chose que si on veut faire de LinkedIn notre On est bien premier canal d'accord. d'acquisition et celui qui va nous ramener, tous nos clients et qui va faire tourner notre business. Donc en fonction de l'objectif qu'on veut atteindre, on va mettre les moyens à la hauteur de nos ambitions et donc la fréquence de publication, elle va dépendre de ce qu'on veut aller chercher. Au plus on publie, au plus on met de chances de notre côté d'atteindre nos objectifs si on a des objectifs qui sont ambitieux. Ça, c'est mathématique, c'est une question d'algorithme. Parce que c'est pas parce que vous publiez que votre poste va apparaître dans le fil Oui. d'actu de votre cible. On n'oublie pas, il y a 2 millions de publications qui sont faites chaque jour dans le monde sur LinkedIn. 2 millions de posts LinkedIn qui sont publiés. Ça donne le Donc vous tournis. vous doutez, voilà, ça donne le tournis. On se doute bien que nos posts, ils sont noyés dans la masse. Donc tous nos abonnés ne vont pas tout le temps voir tous nos posts. Donc c'est pas parce qu'on publie que les gens le voient. C'est pas parce qu'ils le voient qu'ils le lisent. Et ce n'est pas parce qu'ils le lisent qu'ils le retiennent. Euh, et enfin, ce n'est pas parce qu'ils le retiennent qu'ils passent à l'action. Donc, on a toute Ouais. une boucle de répétition. La répétition dans la com, c'est vraiment un des gros piliers parce qu'on a besoin que le message soit répété pour qu'il puisse finalement faire mouche chez notre cible et qu'elle passe à l'action. Du coup, au plus on publie, au plus on maximise nos chances d'être vu, d'être lu et d'être entendu. Concrètement, la fréquence de publication en vraiment en termes de chiffres,
Moi, je trouve qu'autour de 3 à 4 postes par semaine, on commence à atteindre des objectifs vraiment intéressants pour faire de LinkedIn un canal d'acquisition important dans notre business. OK, En mais du coup, dessous, oui, en dessous, c'est plus comme tu disais au départ pour, avoir une présence sur LinkedIn, qui est propre et voilà. Mais ça veut pas dire qu'on va faire de LinkedIn notre premier canal d'acquisition. exactement, tu vois, je donne un exemple. J'ai un client là, actuellement, il retravaille l'image de marque de sa société. C'est une boîte qui existe depuis et ils vont fêter leurs 90 ans. Ah oui, Donc c'est une boîte qu'il a rachetée et ils ont besoin de retravailler l'image, de se rendre un peu plus visible, d'exister davantage sur la toile. En revanche, ils ont déjà leurs canaux d'acquisition qui sont très bien calés. Donc, LinkedIn ne va pas devenir un canal d'acquisition. Et là, on va pouvoir se contenter de faire un post par semaine sur LinkedIn, juste pour montrer l'entreprise, pour qu'on puisse la trouver si on la cherche sur LinkedIn, pourquoi pas entretenir le lien avec leurs clients actuels. LinkedIn ne va pas être un canal d'acquisition. Si c'est ce qu'on veut donc c'est plus faire de de l'image dans LinkedIn, ces cas-là. exactement, si c'est ce qu'on veut faire de LinkedIn, un post par semaine, ça suffira pas. Non, non, bien compris et je pense que c'est important de le dire, on n'est pas tous obligés d'être sur LinkedIn 3, 5, 7 fois par semaine. Ça va vraiment dépendre des objectifs qu'on a derrière et si on veut faire de LinkedIn un gros canal d'acquisition, bah, il va falloir mettre les moyens. En revanche, si aujourd'hui on se dit que LinkedIn, ça reste pour de l'image, un peu de visibilité, c'est pas utile, mais en tout cas dans les 2 cas, ce qui est indispensable, c'est de pouvoir s'organiser pour maintenir cette présence, quelle que soit la fréquence, mais pour la maintenir dans la durée. Parce que finalement, le plus compliqué, avec, ces tâches-là, c'est d'arriver à le mettre en place de manière très régulière et pas que, bah, j'ai un peu de temps, je le fais, puis après j'arrête pendant quelques semaines et puis après je reviens. Parce que ça, c'est vraiment la pire des choses. C'est un très gros souci de la communication, où très souvent, les entreprises en font quand elles en ont besoin et le jour où ça va bien, où elles sont dans le Fini! rush, où le pipe de prospects est plein, elles coupent la com. Le problème de cette stratégie-là, c'est qu'on risque d'avoir un business en dents de scie. Où, bah, en fait, quand on communique beaucoup, ça va porter ses fruits et puis quand on arrête, ça s'arrête. L'idéal de la communication, c'est d'avoir une fréquence que l'on réussit à garder sur la durée et vraiment la régularité, la persévérance et la résilience vont être des règles d'or pour pouvoir communiquer, créer du contenu sur LinkedIn ou ailleurs Ou d'ailleurs. ailleurs, hein. D'où la nécessité de s'organiser. Je pense que finalement, même les conseils que tu donnes aujourd'hui pour s'organiser et optimiser sa présence sur LinkedIn, c'est des choses dont on peut s'inspirer pour tout autre type d'action également. Alors, pour le coup, là, on est vraiment dans la création de contenu avec un calendrier éditorial, mais c'est un outil qui permet d'être régulier et de pas se laisser prendre au dépourvu. Tout à fait. Tout à l'heure, tu nous parlais du batching. Le batching, c'est, le fait de, rédiger plusieurs contenus en même temps. Donc ça fait partie aussi de tes recommandations pour essayer de pas créer ces posts au jour le jour et de prendre un petit peu d'avance, d'avoir cette visibilité. Est-ce que tu as d'autres, recommandations, d'autres outils ou d'autres actions que tu nous recommanderais pour mieux s'organiser? Donc on a le calendrier édito, le batching. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Alors en effet, pour s'organiser, gagner du temps et enlever ce côté chronophage à la création de contenu, on va avoir le calendrier édito, le batching, donc on prend de l'avance, on rédige plusieurs posts en une fois. On va avoir également le recyclage de la création de contenu. Très souvent, on fait l'erreur de créer du contenu en one shot. On rédige un post et il ne nous servira plus jamais, ce qui est dommage parce qu'on passe du coup notre temps à créer, 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 créer et à jamais optimiser l'existant et optimiser voilà ce qu'on a déjà créé. Pour ça, le recyclage, c'est vraiment intéressant. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi, celle que je préfère, c'est de recycler dans un format différent. Mmh. Par exemple, un post texte que vous avez publié il y a 3 mois pourrait tout à fait devenir un carrousel aujourd'hui. Le carrousel d'aujourd'hui pourra être une vidéo dans 3 mois. Toujours sur le même sujet, mais vous allez l'aborder dans des formats différents et ou en apportant des infos complémentaires, ce qui fait que votre audience, elle aura pas le sentiment de consommer exactement la même chose, mais vous allez reprendre l'existant
en diversifiant le format, ce qui permet en plus de varier les plaisirs et de s'adapter aux habitudes de consommation de chacun. Donc vous allez pouvoir profiter de tout le potentiel de LinkedIn en publiant dans différents formats. Donc le recyclage, vraiment intéressant de penser sa com de façon globale, ce qui marche bien aussi avec d'autres canaux. Par exemple, un post LinkedIn peut devenir une newsletter que l'on va aborder un peu plus en détail, une newsletter qui pourrait devenir un article de blog. Voilà, donc avoir une réflexion de sa com, penser un peu plus en écosystème et pas juste en création toujours comme ça en one shot. Alors ça, j'adore, tu vois? Moi, le recyclage, je pense que c'est vraiment un des points à creuser, dans sa création de contenu sur LinkedIn. Mais comme tu le disais, finalement, de pouvoir le recycler même sur d'autres canaux comme la newsletter, ou même d'autres réseaux sociaux, hein, comme, des posts LinkedIn qui peuvent être retravaillés pour aller sur Instagram, par exemple. Hem, Tu as dit, toi, à peu près, qu'on peut «resservir» entre guillemets le post, le contenu dans un autre format, dans environ 3 mois plus tard. Ce qui veut dire que finalement, avec un post ou une idée de contenu, on peut arriver à faire 4 posts dans l'année, quoi, en variant les formats. Donc, ça, c'est super intéressant parce que, on est toujours en train de se dire, «De quoi je vais parler? De quoi je vais parler? De quoi je vais parler?» alors que, ben, parfois, on peut juste, reprendre le même contenu et le resservir différemment. Moi, je l'ai testé encore récemment, j'ai fait l'inverse, tu vois? Je suis partie d'un carrousel qui avait très, très bien marché et je l'ai décliné en texte, juste en post texte et ben, il a aussi bien marché que le carrousel. Le format Génial, était voilà, simple, comme voilà quoi et comme quoi, c'est aussi possible dans tous les sens et toi oui, Laurie, tu sais, de quand datait le carrousel? Tu avais mis quel laps de temps il pour le datait il reprendre? alors j'avais mis un petit peu plus, je crois qu'il datait de 7 mois auparavant. Mais le plus simple, c'est de partir du post et de le transformer en carrousel et le carrousel vers la vidéo, alors je sais que tout le monde n'est pas encore à l'aise forcément avec la vidéo, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui fonctionne et qui permet d'alléger un petit peu aussi, la charge que représente cette création de contenu. Tout à fait et un conseil également que je pourrais vous donner, c'est de garder en tête que vous n'êtes pas obligé en permanence de réinventer la roue et vous n'êtes pas toujours obligé de trouver des nouveaux concepts, des nouvelles idées de sujets. Hem, En fait, il y a énormément de choses dans votre quotidien qui vous semblent banales, alors que ça ne l'est pas pour ceux qui vous lisent et donc il y a beaucoup de choses dans votre quotidien qui peuvent faire l'objet de posts LinkedIn, une conversation avec un client, des conseils que vous avez donnés à vos clients, des réflexions que vous vous êtes faites, un livre que vous avez lu. Il y a vraiment énormément de choses. On n'a pas toujours besoin d'aller chercher trop loin. Donc ça, c'est le premier conseil. L'inspiration, elle est partout. Et le deuxième au sujet de l'inspiration, ça va être, de ne pas hésiter à répéter. C'est pas parce qu'il y a un sujet que vous avez abordé une fois que ça y est, c'est terminé, on le prend, on le met à la poubelle, pas du tout. Vous allez pouvoir l'aborder dans plein d'axes différents. Ce qui est aussi intéressant, c'est quand vous avez une idée, quand vous avez un sujet à aborder, vous pouvez réfléchir à comment vous allez pouvoir l'aborder de plusieurs axes, dans plusieurs angles, dans plusieurs formats et très souvent un seul sujet, ça peut faire l'objet d'une dizaine de posts parce qu'en fait, on va pouvoir en parler dans plein de formats différents. Ça, c'est très vrai. Après, c'est noter les idées, tu vois? Il y a avoir les idées, noter les idées. Je pense qu'après, c'est une gymnastique aussi, hein, qu'il faut réussir à avoir. Mais c'est, comme tu disais, une conversation avec un client, des conseils qu'on aura donnés, un livre qu'on aura lu ou une anecdote qui nous serait arrivée à titre perso et qu'on peut arriver à transposer à notre activité. Heu C'est pas toujours facile à noter parce que les idées, elles arrivent parfois, à des moments où, c'est pas pratique de noter. Je sais pas toi, mais moi, ça va être sous la douche ou quand je conduis. Mais, donc toi, tu recommandes vraiment de centraliser ces idées et d'essayer directement, quand tu as une idée, de développer en sous-idées ou aux différentes façons que, dont tu vas pouvoir les développer? En fait, c'est soit on a l'idée qui vient et le post qui vient avec et on le rédige. Je trouve que ce qui marche très bien d'ailleurs, c'est de rédiger le post au moment où on a l'idée parce qu'on est dans l'essence, tu vois, de Oui, l'idée. Elle est encore là, alors que quand on la note et qu'on revient dessus plus tard, on a un petit peu perdu quelque chose. Donc de rédiger le post directement quand on a bah, quand l'idée, c'est possible. quand c'est possible, évidemment. Quand c'est pas possible, pour prendre l'exemple de la douche et de la voiture, moi je me fais des vocaux.
Quand j'ai Ah une oui, moi idée, je aussi, me je fais m'écris. voilà, je me fais un vocal à moi-même sur ma conversation avec moi-même sur WhatsApp et je me donne l'idée avec le plus de détails possible. Ça vraiment, c'est un conseil vraiment, pratique au quotidien pour votre création de contenu. Quand vous écrivez votre idée, écrivez-la avec le plus de détails possible. Ça vous évitera quand vous allez la revoir de plus savoir en fait ce que vous vouliez dire et ça a dû déjà t'arriver Laurie, tu Ah regardes ton oui, idée et tu te dis: je «Bah, sais plus de quoi je voulais je parler. sais Non. plus de quoi je voulais parler». C'est hyper frustrant en plus. Parce que sur le coup, tu te souviens que c'était une bonne idée, que tu voulais vraiment écrire dessus. Et après, quand tu relis les notes, parfois, moi, c'est des SMS ou des Slack. Je m'envoie des Slack et je me dis, mais en fait, je sais plus du tout de quoi je voulais parler. Par contre, les vocaux, très bonne idée quand c'est possible. Je suis d'accord que ça permet de se donner à soi-même, de vider son cerveau. Tu sais, un petit peu comme Dumbledore là, avec sa pensine. Là. J'adore. Les, les gens vont prendre pour une folle. Mais toi, tu vois de quoi je parle. Tout à Euh, fait, je suis une grosse fan d'ailleurs, hein, donc Voilà, je bah, vois en très fait, bien. c'est de se décharger de cette idée, mais en gardant un maximum de détails de ce qu'on voulait raconter. Le vocal, c'est une très bonne idée pour ça et ça permet, à mon sens, d'optimiser sa création de contenu parce que on n'est pas toujours en train de courir derrière ses idées parce que malheureusement, les idées, elles n'arrivent jamais au moment où on se pose, où on a le temps de créer son contenu. Donc, si vous n'avez pas encore ce réflexe, n'hésitez pas à trouver un moyen, ça va souvent être plusieurs canaux d'ailleurs, hein, pour, ou potentiellement plusieurs canaux, pour pouvoir vous décharger votre cerveau de toutes ces idées. Donc une fois qu'on a noté nos idées et qu'on a créé notre calendrier édito, tout ça, est-ce que tu as des recommandations sur, comment je m'organise vraiment au quotidien? Pour s'organiser au quotidien, je pense que ce qui fait vraiment la différence, c'est, comme n'importe quelle tâche, d'y accorder du temps et d'y accorder un créneau dédié. Tu vois? En fait, si on Comme crée le du sport. contenu uniquement comme le sport, s'il est pas calé dans votre agenda, si votre séance, elle est pas dans votre agenda, elle va sauter parce que vous allez toujours avoir quelque chose d'autre à faire, de plus important, de plus urgent que d'aller faire votre séance de sport. Par contre, si elle est dans votre agenda, vous allez vous organiser autour, vous n'allez pas caler de rendez-vous à cette heure-là et donc vous aurez plus de chances de la respecter. Je pense que c'est pareil avec la création de contenu. On a tout intérêt à la considérer vraiment comme une priorité dans notre business qu'on ne fait pas que quand on a le temps de la faire. Parce que spoiler alerte, le temps, vous ne l'aurez jamais si vous ne le prenez pas. Le temps, on le prend. Moi, on me demande souvent, mais comment tu fais? Comment tu fais pour avoir le temps pour créer autant de contenu? Mais le temps, je l'ai pas. Je le prends. Je prends, il y a aussi une chose, c'est que plus on va créer de contenu, plus on va, être rapide dans sa création de contenu. Il y a un effet d'entraînement quand même. Quand au début, quand on démarre, forcément, on va prendre un peu plus de temps. Après, eh ben, on va bénéficier de l'expérience et ça va aller un petit peu plus vite. Moi, j'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que tu penses d'avoir des templates de posts pour justement optimiser sa création de contenu? Parce que je sais on en parle beaucoup: «Ah, j'ai des templates de posts et tout». Alors moi, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet parce que du coup, je vois des choses qui parfois sont très, manquent de rythme, si tu veux. On reconnaît que c'est toujours un petit peu la même chose. Mais il y a quand même plein de gens qui parlent d'avoir des templates de posts. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Quel est ton avis? Est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide pas? Est-ce que ça aide d'un côté, mais ça dessert de l'autre? Voilà. Pour ce qui est des templates de poste, je pense que ça peut aider à mettre le pied à l'étrier, à passer à l'action quand on ne sait pas trop par quoi commencer. Il faut qu'on rédige une accroche, qu'on rédige un post, ça va être quoi la longueur du post et comment on le conclut. C'est pas évident au début. Donc le temps d'apprendre les règles de copywriting et ce qui va bien fonctionner sur LinkedIn, le template de poste, il peut aider. En revanche, comme tout, les soucis des templates, c'est que du coup, vous faites toujours la même chose et tout le monde fait la même chose. Vous ne vous démarquez pas. Quand on trouve sur LinkedIn 10 templates qui fonctionnent, en fait, si tout le monde les télécharge, tout le monde les applique, ben, on va tous avoir les mêmes contenus. Alors que on le sait, on a besoin de se démarquer pour pouvoir être lu. Les templates vont un peu à l'inverse de ça. Donc je pense qu'ils peuvent vous aider à mettre le pied à l'étrier, mais qu'il y a un moment où il faut un petit peu s'en détacher. Et ce qui va être aussi très important sur LinkedIn, c'est de se détacher du perfectionnisme. En fait, vos posts ne seront jamais parfaits parce qu'on apprend en faisant. Et tu as raison, Laurie, en disant qu'il y a une notion d'entraînement. Au plus on s'entraîne, au plus c'est facile. D'ailleurs, au plus la créativité aussi est un muscle, hein. Donc, au plus on la travaille et au plus on a d'idées, vous verrez qu'un jour vous aurez trop d'idées pour les caler dans votre calendrier édito et pour répondre à votre fréquence de Mais ça, publication, c'est un vous aurez problème de plus riche. d'idées. En fait, c'est surtout un problème d'entraînement
l'entraînement. À force, ça finit forcément par venir. Et donc, par définition, vu que vous allez apprendre en faisant, vos posts ne seront jamais parfaits. Ce qui va faire la différence, c'est de passer à l'action. Il faut faire encore et encore et encore pour que pour que vous puissiez vous améliorer, pour que vous puissiez également gagner en efficacité et en fluidité. Ce sera de plus en plus facile, ce sera de plus en plus efficace. Donc, on se détache aussi de ce côté perfectionniste, on y va, et c'est parce que c'est en publiant qu'on va se rendre compte aussi de ce qui marche auprès de notre audience. Donc, c'est impossible d'avoir un post parfait avant de l'avoir testé. Exactement. Donc du coup, ben, pour en revenir, les templates ou pour les templates de visuels, moi je suis plutôt favorable quand on a des templates de visuels ou de carrousel, éviter de les refaire et de les refaire à chaque fois. Surtout que tu disais, ben, comme au début, comme l'identité graphique est quand même assez importante, on cale ça une bonne fois pour toutes avec un template et après on réutilise les templates en changeant juste le contenu à l'intérieur. Et une dernière petite action, parce que certains se posent la question ou pas, et comme tu l'as pas abordé, je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de programmer ces posts? Est-ce que ça peut être une vraie astuce pour optimiser son organisation et son temps dans sa création de contenu sur LinkedIn? Ou, eh bien, il y en a qui disent que ça réduit la portée du post. Moi, j'ai pas spécialement trouvé et je suis plutôt du genre à dire que je préfère avoir une toute petite diminution de la portée, mais par contre que ma charge mentale est quand même bien allégée. Donc, tu vois, c'est toujours arriver à faire l'équilibre entre le gain et la perte que tu peux avoir. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu recommandes de programmer à l'avance ou pas? Je recommande fortement de programmer à l'avance. Ça enlève une grosse partie, comme tu dis, Laurie, de la charge mentale. Il n'y a pas de preuve qui dit que ça réduit le reach sur LinkedIn, donc que ça réduit la visibilité du post, que ça réduit sa portée. Moi, je l'ai jamais constaté. Hem et et en revanche, ça va vraiment vous enlever, une épine du pied. Donc l'idée, moi les 3 conseils que je donne très souvent pour s'organiser, c'est le calendrier éditorial, le batching de, ces contenus et la programmation. Une fois que vos contenus sont prêts, que vous avez rédigé une semaine de contenu, mais programmez tout, au moins vous êtes tranquille, vous vous enlevez cette partie de la tête. Ce qui, en revanche, n'exclut pas le besoin d'être sur LinkedIn pour animer votre post. C'est pas parce que vous l'avez programmé que votre post il va vivre tout seul sur LinkedIn. Vous avez quand même besoin de répondre aux commentaires que vous recevrez, de laisser des commentaires aussi sur les posts des autres. Il y a tout un process dans lequel c'est important de s'impliquer. Il suffit pas de publier, mais quand on l'a programmé, au moins on ne revient pas dessus, on ne se repose pas la question, on enlève ce côté perfectionniste, le post est fait, il est programmé, il va sortir tout seul et nous, on n'aura plus qu'à se connecter et à l'animer et à faire notre routine LinkedIn. Du coup, ça rejoint ce que tu disais, c'est on cale un moment dans son agenda, un pour créer son contenu, 2 pour faire vivre son contenu et c'est dans l'agenda, on y va, donc on publie, on programme les posts à un moment où on sait qu'on va pouvoir être là pour participer, pour répondre aux commentaires. Mais ça, c'est pareil, c'est de l'organisation, c'est l'agenda, normal et pas le calendrier éditorial. Donc, ce qui veut dire que ça fait quand même partie de la routine d'organisation pour optimiser sa présence et sa création de contenu sur LinkedIn. Bah, écoute Mélissa, je pense qu'on a fait le tour là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu as un dernier tips à partager? J'ai un conseil que j'ai donné à une cliente et qui m'a dit que ça avait tout changé pour elle parce que justement, malgré le calendrier édito, elle avait du mal à prendre de l'avance sur sa création de contenu. Et en fait, je lui ai lancé un petit challenge où je lui ai dit quand tu rédiges un post, parce que tu as l'idée, parce que tu es dans le flow, ou parce qu'il faut le rédiger pour demain, quand tu rédiges un post, au lieu d'en rédiger un, rédige-en deux à chaque fois. Donc, quand tu as l'idée de ton post, tu rédiges ton post, ou quand tu es dans ton moment de création, tu rédiges ton post, mais à chaque fois que tu rédiges un post, au lieu d'en rédiger un, tu en rédiges deux, donc tu prends ton calendrier édito sous les yeux et tu rédiges celui d'après. Et en Ah la fait, vache! elle a pris ce pli-là, ce qui fait que maintenant, à chaque fois qu'elle écrit 2 fois plus et elle a toujours 2 fois plus de posts d'avance. Écoute, je vais le tester. Challenge accepted. Merci pour cette reco. Bah, j'invite, tous ceux et celles qui nous écoutent à tester également de leur côté. Pourquoi pas? Si, ta cliente a eu des résultats et a vu une vraie différence, why not? C'est que, il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là pour prendre de l'avance et pas toujours être un peu pris à la gorge dans sa création de contenu, sur LinkedIn.
Mais parce qu'en fait, on s'en rend pas toujours compte, mais quand on crée, on rentre dans ce qu'on appelle le Un flow flow? de la création. Donc on rentre dans le flow, on est dedans. C'est dommage de pas en profiter pour prendre de l'avance. Souvent, on en profite pour rédiger un post parce que c'est celui qu'on avait prévu de rédiger et on s'arrête là. Alors que moi, je pense que si on est rentré dans ce flow, autant profiter de l'énergie créative et de l'inspiration, de la créativité pour rédiger un autre post, voire plusieurs, hein, d'ailleurs, quand Oui. quand c'est jouable. Voilà, donc on Faut juste avoir profite le du flow au bon flow. moment et pas laisser les enfants à l'école parce que c'est sûr que c'est un peu compliqué d'expliquer qu'on n'a pas récupéré les enfants parce qu'on était dans notre flow. Mais je te rejoins, c'est pour ça que moi je fais souvent ça le soir, à titre perso ou le week-end, parce que c'est là où je sais que je vais pouvoir avoir l'esprit tranquille. Mais je te rejoins, il y a des moments où c'est des moments de créativité et, et on va rédiger un post et en fait, techniquement, on pourrait aussi en rédiger plusieurs parce qu'on est dans cet état de créativité, dans ce flow, comme tu dis. Donc, Lisa, je te remercie en tout cas pour tous ces bons conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre? Alors sur LinkedIn évidemment, sur Instagram aussi et sur Substack, là où j'ai ma newsletter que j'envoie tous les mardis matins, pour partager des conseils, plus, profonds sur la stratégie de com, la stratégie business. Bah écoute, on mettra tout ça dans les ressources. Je te remercie beaucoup à tous. Je vous dis à très bientôt. Merci à toi Laurie pour l'invitation et j'espère vous avoir aidé dans votre création de contenu. J'en doute pas. Ciao, ciao, Mélissa. Salut.